Madame, Monsieur, bienvenue sur ce plateau consacré à la célébration d'Octobre Rose. Comme vous le savez déjà, Octobre Rose signifie la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, tout en sensibilisant les populations et les patients. Et sur ce plateau pour en parler, je ne suis pas seule, je suis avec le professeur Judith Sonde Malonda, chef du service cancérologie au centre hospitalier de Brazzaville. Bonjour professeur. Bonjour, madame la journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci. Alors, professeur, qu'est-ce que la célébration d'Octobre Rose apporte dans la lutte du cancer et du sein au centre hospitalier universitaire de Brazzaville? Bon, oui, comme vous avez su le dire, Octobre Rose, c'est en matière de lutte contre le cancer, c'est un mois qui est dédié à la sensibilisation, à la mobilisation de la population, à la détection précoce de cette maladie qu'est le cancer du sein. Et nous, dans notre pratique, nous associons le sein et le cancer du col de l'utérus pour la simple raison que ce sont des cancers de la femme, hein, et la femme est plus touchée dans le cancer du sein. Ben, voilà. Alors, justement, oui. le cancer du sein, oui. vous voulez ajouter quelque chose, professeur? Oui, je voulais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que le CHU de Brazzaville ne voulait pas être en marge de cette activité, de cette célébration qui se passe déjà à travers le monde. Et donc, ensemble, avec le ministère de la Santé et de la Population par le Programme national de lutte contre le cancer, nous suivons également le pas sur cette sensibilisation. Alors, c'est quoi le cancer du sein? Ben, écoutez, le cancer du sein, c'est une maladie qui survient au niveau des seins. Hein. C'est une prolifération anarchique des cellules qui, en général, quand ça se multiplie, ça entraîne une dissémination. Donc, des cellules cancéreuses vont passer dans la circulation sanguine pour former ce qu'on appelle des métastases. Donc, quand on parle de cancer, la maladie est plus agressive, surtout lorsqu'il y a apparition des métastases, c'est-à-dire lorsque le cancer a déjà atteint les autres organes du corps humain. Donc, à un niveau avancé. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus? Bon, le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui atteint la partie basse du col de l'utérus. Et la partie basse du col de l'utérus, c'est-à-dire là où sort l'enfant quand la femme accouche. Et c'est la même définition, un cancer, ça prolifère et ça entraîne des métastases. Donc, au niveau du col, là, les signes sont différents de ce qu'il y a au niveau des seins. Est-ce qu'il y a des signes précurseurs, en fait, des signes qui montrent qu'une personne développe un cancer du sein ou du col de l'utérus? Quels sont les signes les plus courants? Bon, tout à fait. Les signes du cancer du sein. Bon, moi, en général, pour sensibiliser la population, je dis en général, ce sont toutes les modifications qui apparaissent au niveau des seins. Je mets toutes les modifications entre guillemets parce que ça peut être une boule dans le sein, ça peut être un écoulement sanglant. Vous voyez, à la place du lait, c'est le sang qui coule, hein, quand ça peut tacher le linge de la femme. Ça peut être une plaie qui est au niveau du sein, mais qui ne cicatrise pas, qui ne guérit pas. Ça peut être ce qu'on appelle une rétraction du sein, ou bien le sein se rétracte. Donc, au lieu que ça ait la même taille comme l'autre sein, ben, ça se rétracte, ça devient un peu petit. Vous voyez, ça c'est la rétraction. On peut avoir un aspect de peau d'orange, donc là, le sein augmente de volume, mais il y a également un aspect qu'on appelle un aspect de peau d'orange qui est pratiquement proche de l'orange. Quand nous voyons l'orange, il y a des troubles et c'est ça qu'on voit au niveau des seins. Donc, on peut avoir une ulcération au niveau du mamelon. Donc, les signes sont un peu multiples en fonction du stade. Si c'est le début, si c'est un stade avancé. Au stade avancé, on peut avoir, par exemple,
lorsqu'il y a apparition des métastases, la personne peut se mettre à tousser. Lorsqu'il y a des métastases au niveau du foie, l'abdomen peut augmenter, devient ictérique, il peut avoir des fractures pathologiques, c'est-à-dire que la personne marche, mais du haut de sa hauteur, elle peut tomber, se faire fracturer les membres. Là, c'est le cancer qui a atteint les os. Donc, en fonction du stade, il y a des signes qui s'ajoutent. On peut avoir des métastases cérébrales. Vous voyez que là, c'est des paralysies, c'est des crises convulsives qui peuvent apparaître. Maintenant, en matière de cancer du col de l'utérus, il y a également des manifestations qui sont en général, bon, une femme qui peut par exemple dire que non, elle a une infection chronique. Bon, moi, l'infection chronique, dans ces conditions, je connais pas vraiment l'infection chronique, mais c'est un saignement parfois, un saignement provoqué pendant la toilette intime, pendant les rapports sexuels, ou bien, bon, maintenant, avec la chaleur, elle peut être en train de marcher et après, elle peut saigner. À un stade avancé, vous voyez que un écoulement purulent qui sort du corps de la femme, des fois, nous, quand on est dans le service, on voit parfois, il y a une communication entre la vessie et le rectum, ou bien la vessie et le vagin. Vous imaginez que ce qui devait sortir par le meilleur urinaire sort par le vagin, ce qui devait sortir de l'anus sort par le vagin. Donc, ça, c'est un stade avancé. Mais aussi, on peut avoir également des métastases, pulmonaires, ainsi de suite. Donc, ça diffuse dans le corps de l'homme. Voilà. Est-ce qu'il y a des comportements qui peuvent favoriser le développement d'un cancer auprès d'une patiente? Ouais, il y a des comportements. Bon, nous, on parle en général de ce qu'on appelle des facteurs de risque. Voilà, les facteurs de risque. Les facteurs de risque. Par exemple, chez la femme, lorsqu'on parle de cancer du col de l'utérus, il y a ce qu'on appelle la précocité des rapports sexuels. Normalement, il y a un âge parce que quand le col est encore immature, c'est pas bon parce que ça fragilise et voilà le germe, le virus qui peut aussi également s'intégrer là, s'infiltrer et donner le cancer à la longue. Précocité des rapports sexuels, les infections sexuellement transmissibles mal traitées, mal gérées, l'écurettage, la multiparité aussi. Mais aujourd'hui, on parle également de l'infection à VIH parce que l'infection à VIH est un lit de cancer du col de l'utérus également chez la femme. Bon, il y a d'autres maladies qui ne sont plus, mais le tabagisme, l'alcoolisme, tout ça, c'est vraiment des facteurs de risque qui peuvent faire que une personne fasse un cancer du col de l'utérus. Bon, pour le cancer du sein, on peut parler, c'est vrai que il y a ce qu'on appelle des facteurs endogènes, c'est-à-dire que la personne peut naître dans une famille où il y a une personne qui a déjà fait un cancer du sein. Là, on peut parler de l'hérédité. Oui, ça rentre aussi en ligne de compte l'hérédité en matière de cancer du sein. Et puis, il y a aussi des situations où l'obésité, notre alimentation, qu'est-ce que nous mangeons, notre alimentation, si on a une alimentation riche en graisse animale, ça aussi, ça expose. L'alcoolisme, le tabagisme sont toujours au rendez-vous. Et puis, le manque d'activité physique et sportive, ça nous expose à tout ça. Le stress permanent, ça déclenche aussi ces attitudes. Professeur, comment se fait le diagnostic du cancer du sein? Bon, pour faire le diagnostic du cancer du sein, la femme elle-même ou bien la personne malade qui vient nous voir aide beaucoup. Si elle vient en consultation, c'est qu'elle a constaté quelque chose. Voilà, donc la personne, quand elle vient à l'hôpital, nous, ce que nous faisons, quand on constate qu'il y a une anomalie au niveau des seins, on doit faire une mammographie avec une échographie. À côté de ça, on doit, si ça confirme qu'il s'agit d'une anomalie maligne, on fait la biopsie au niveau des seins et ce prélèvement qu'on envoie au laboratoire d'anatomie pathologie. Et là, le laboratoire d'anatomie pathologie
il va nous donner ce qu'on appelle le type histologique, sinon le nom scientifique du cancer que la personne a. Et après, on fait une étude moléculaire. Donc, à partir de l'étude moléculaire qui sera faite, on aura quand même des éléments qui peuvent parler du cancer. Mais s'il y a confirmation qu'il s'agit bien d'un cancer, on doit faire également un bilan d'extension dans le scanner. Il y a des examens biologiques, il y a les examens de radiologie, et puis certains examens qu'on fait également pour voir si le malade peut être traité ou pas. Voilà, Ok. donc ça, c'est tout un lot d'examens que nous faisons par rapport à ça. À quel moment on fait l'autopalpation? Bon, l'autopalpation, en fait, ça, c'est ce que la femme doit faire, elle doit faire, ou l'homme peut faire, pour permettre que le diagnostic se fasse précocement. Ça rentre un peu dans la prévention, si vous voulez. Si la femme a le réflexe de se palper et de s'auto-palper les seins, eh bien, facilement, on va détecter une anomalie qui est vraiment au début. On fait des investigations. Et si ça confirme que c'est un cancer, en général, c'est un cancer qui n'a pas fait des métastases, qui est donc posé au début. Et là, il y a plus de chances de guérison que lorsque la femme a laissé évoluer son sein parce que ça fait pas mal quand c'est volumineux avec des métastases. Vous comprenez que là, souvent, les chances de guérison sont vraiment réduites. Et là, on parlait du cancer du sein. On va revenir au cancer du col de l'utérus. Oui. Comment vous faites le diagnostic de cette maladie? Bon, quand on fait le diagnostic de cette maladie, c'est vrai qu'à l'examen clinique, nous, on fait une biopsie au niveau du col qu'on envoie au laboratoire d'anatomie pathologie. On aura donc le type histologique. On fait également des bilans en rapport avec l'extension de la maladie. Et puis après, on peut décider en fonction du stade de son traitement. Donc, vous comprenez que pour poser le diagnostic du cancer, il faut quand même un examen du laboratoire, l'examen d'anatomie pathologie. On fait une biopsie, on envoie au laboratoire d'anatomie pathologie parce que nous ne pouvons pas décider d'un traitement si on n'a pas un résultat anatomie pathologie. Donc, le centre de notre action part du laboratoire d'anatomie pathologie. Et que faites-vous au moment où une patiente fait un déni de la maladie? Parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui ne veulent pas en parler, qui ont peur du jugement de la société. Oui. Et que faites-vous à ce moment-là? Parce qu'il faut un traitement pour éviter que la maladie atteigne un stade avancé. Tout à fait. C'est là où le psychologue intervient chez nous. Oui, parce que on a toujours besoin d'un psychologue pour pouvoir, même dès l'annonce, même en temps normal, on doit annoncer le diagnostic chez la malade et le stade de la maladie. Avant de commencer le traitement, on doit faire intervenir un psychologue. Quand on veut plus continuer les traitements spécifiques de la maladie, on doit faire l'annonce par un psychologue. Donc, nous, quand nous travaillons, on a toujours un psychologue à côté de nous. Ben, il y a des questions des gens qui nous suivent, de la population. Oui. La population se demande, hein, un bon nombre de personnes se demandent, est-ce que le cancer du sein, c'est juste une maladie pour les femmes, ou les hommes aussi peuvent en souffrir? Parce que les hommes aussi ont les seins, même si c'est pas développé. Oui. En fait, le cancer du sein atteint l'homme et la femme. C'est vrai que quand on regarde le sein de la femme est plus développé parce que c'est préparé pour qu'elle allaite, mais le sein de l'homme aussi peut se cancériser. Hein? C'est tout petit, c'est un reliquat qui est là, mais avec le temps, ça prend du volume, quoi. Quand le cancer est là, ça prend du volume. Tu as l'impression que c'est un sein de femme, mais c'est un sein de l'homme. Est-ce qu'on peut guérir du cancer du sein ou du col de l'utérus? Ma réponse est oui. Bon. Ma réponse est oui, parce que il faut que le diagnostic soit fait précocement. Il faut que le diagnostic soit fait précocement, c'est-à-dire tout au début de la maladie, la personne vient, on mène les investigations, tout et tout, on commence le traitement. Et je t'apprends en passant que nous avons ici même une association des anciens malades qu'on appelle la SOCAP, Solidarité et lutte contre le cancer, où on a des anciens malades. Est-ce qu'ils sont toujours suivis ou bien une fois que la personne est guérie, elle peut rester comme ça, le Bon. suivi n'est plus nécessaire? Bon, au bout de 5 ans en général, la personne
n'a plus le même engouement parce que le moment de tumulte semble passer. Mais il faut toujours aller voir son médecin. Il est toujours nécessaire d'aller voir le médecin. D'accord. Alors, dans le cadre de la célébration d'Octobre Rose au CHU, qu'est-ce qui est prévu? On sait que ce grand centre hospitalier s'illustre toujours dans la lutte contre les différents cancers au niveau de la femme et de l'homme aussi, bien sûr. Mais comme il s'agit des cancers du sein et du col de l'utérus, donc la femme est mise en valeur, en fait, est mise en ligne de mire. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que le CHU prévoit tout le mois d'octobre concernant la lutte et la sensibilisation contre le cancer? Bon, pour ce mois d'octobre, nous, au niveau du service de cancérologie du CHU de Brazzaville, ben, on a entrepris un dépistage de cancer du sein et du col. Il est gratuit? Oui, jusqu'au 31 octobre, il est gratuit. Il est gratuit. D'accord. Il est gratuit. Là, je crois que dans le service, hein, aujourd'hui, on est jeudi, ben, il y a une quarantaine de dames qui nous attendent là. Et par jour, vous détectez au moins combien de malades? Bon, on dépiste, quand on a commencé, on avait 32, et puis c'est curieux parce qu'il y a toujours des malades qui arrivent, qui ont déjà un problème. Oui, qui ont déjà un problème. Le premier jour qu'on a commencé, il y avait 2 dames qui avaient déjà un cancer du col de l'utérus. Voilà. Bon, les autres, c'est des infections, tout et tout, mais je pense que ça va. Et donc, professeur, justement, concernant, vous allez un peu nous parler comment se fait la prise en charge dès lors que vous détectez qu'une personne est atteinte du cancer du col de l'utérus ou du sein. Quels sont les premiers soins? Qu'est-ce que vous lui dites en premier, en fait? Qu'est-ce que la personne doit faire? Bon, quand on a posé le diagnostic de cancer du sein ou du col de l'utérus, il est question de dire aux malades, bon, écoutez, on a eu des anomalies. Donc, les anomalies qu'on a trouvées, il faut qu'on essaie de voir à quel niveau ces anomalies ont atteint déjà au niveau de votre organisme. Parce que, comprenez que souvent l'annonce, on le fait quand on a eu tout un bilan, tout le bilan d'extension pour savoir à quel stade de la maladie on est. Parce qu'on en sait, en fonction du stade, il y aura tel traitement qui sera administré. Voilà. Donc, quand on a fait tout le bilan, on dit, avec le psychologue, on essaie de faire l'annonce, hein. On réunit toutes les conditions lorsqu'il y a tout le bilan. On fait l'annonce aux malades. Comprenez que c'est un moment, difficile à accepter. Voilà pourquoi, quand on fait l'annonce, on a besoin du psychologue à ce moment-là. On donne le stade et on fait des propositions en réunion de concertation pluridisciplinaire parce que en fonction du stade, il y a un protocole qui est adapté. Hein? Selon que c'est le stade 1 et le stade 4, le traitement ne peut pas être le même. Oui. Le stade 1, c'est vraiment tout au début. Au stade 4, c'est que la maladie est déjà avancée. Est-ce qu'au moment de l'annonce du statut de la personne, si on prend le cas d'une personne qui est atteinte du cancer du col de l'utérus ou du cancer du sein, est-ce qu'on a besoin d'un membre de la famille? Parce que vous, à votre niveau, vous avez besoin d'un psychologue. Est-ce que la personne doit absolument se faire accompagner d'un membre de sa famille? Ça dépend du vœu du malade. Parce qu'il y a des malades qui n'aiment pas qu'on donne leur diagnostic à une tierce personne. Oui. On demande aux malades, le jour de l'annonce, d'ailleurs, on ne fait pas l'annonce à la veille du week-end. Ah bon, pourquoi? Mais parce que le week-end est long. Beaucoup de choses peuvent se passer au cours du week-end. On aime le plus en début de semaine, lundi, mardi, pour donner l'annonce. Et après, on doit demander aux malades qui va prendre en charge le traitement. Parce que comprenez qu'au niveau du programme, on n'a pas encore les méthodes d'accompagnement. On n'a pas encore toutes ces méthodes parce que il faut un accompagnement puisque c'est des traitements de cancer, ça coûte toujours cher. Et nous, on continue à faire le plaidoyer jusqu'au moment où l'État comprendra que le traitement de cancer est cher et qu'il faut que l'État aussi accompagne ces malades. Voilà. Donc,
S'il y a une personne, un membre de la famille qui prend en charge le malade, et s'il trouve que son mari ou bien son papa ou qui d'autre soit là, on respecte les vœux du malade. On respecte les vœux du malade, on donne l'information et on fait des propositions en fonction du stade et des moyens qu'on va administrer à la patiente. Voilà. Et dès qu'on a eu tous ces éléments d'abord, et après on fait une prescription parce que, et à chaque étape, lorsqu'on fait le traitement, le psychologue est là. Voilà. Pour savoir s'il y a vraiment une adhésion de la malade au traitement. S'il n'y a pas d'adhésion, c'est pas facile. Hein. Oui, c'est pas facile. S'il y a une adhésion ou pas. Donc, le psychologue est toujours là. Bon, le traitement, on voit les premiers traitements, qu'est-ce que ça fait, comment il a supporté, tout et tout. Mais ça, on prend en ligne de compte. Voilà. D'accord. Peut-on connaître le nombre, le pourcentage des femmes atteintes du cancer du sein? Bon, je peux vous donner en termes d'effectifs, on est arrivé pratiquement à 650 en 2022. Voilà. Et le nombre de cancers, ça fait au moins 28-29%. Voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, professeur, une émission très enrichissante. Un mot particulier à l'endroit des femmes, des jeunes femmes, des filles, jeunes filles qui nous suivent et qui hésitent de venir au CHU de Brazzaville dès lors qu'elles ont constaté un changement au niveau de leur corps. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, il faut savoir que dans notre pays, c'est vrai que les services de cancérologie sont concentrés dans les grandes agglomérations. On a le Brazzaville et Pointe-Noire, voilà, que le cancer n'arrive pas qu'aux autres. Quand vous avez déjà entendu qu'il y a une maladie qu'on appelle cancer du sein ou cancer du col de l'utérus, les gens qui sont déjà atteints, ça se contamine pas, hein? Le cancer ne se contamine pas. Il faut soutenir ces malades. Et maintenant, ceux qui ne le savent pas, nous, en fait, ce plateau, c'est pour sensibiliser la population congolaise. C'est pour sensibiliser le Congolais lambda qu'il y a également cette maladie, il ne faut pas l'ignorer. Et qu'il est possible chez nous et aussi de pouvoir traiter cette maladie. C'est vrai qu'il y a encore des moyens qui ne sont pas sur notre plateau technique aujourd'hui. On n'a pas de radiothérapie. C'est un grand handicap. Hein, c'est un grand handicap. Mais bon, on est dans le processus d'aboutissement. Il y a beaucoup de choses. Ça bouge un tout petit peu. Donc, je pense que si je n'abuse 2024, 2025, je crois que on pourra parler de ça ici au Congo. Mais on peut guérir du cancer. D'accord. Voilà. On est là pour gérer ça. Ok. On peut guérir du cancer, c'est votre dernier mot, professeur. Voilà. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Madame, Monsieur, c'est la fin de cet entretien, cette émission. Merci à vous tous de votre attention. À très bientôt.